Le prix du kilogramme de noix de cajou pour la campagne 2017 est fixé à 440 francs CFA. Borchamp, le gouvernement a également pris d'importantes mesures sur la gestion du système de retraite des fonctionnaires. Journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant, l'accent est mis cette année sur la détection des signes d'apparition de ce type de cancer. À l'étranger, le Parlement européen a adopté l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le texte doit être maintenant ratifié par les parlements nationaux et régionaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre 20h. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le prix Borchamp du kilogramme de noix de cajou est fixé à 440 francs CFA pour la campagne 2017. Le gouvernement a également arrêté d'importantes mesures sur la gestion du système des pensions de retraite des fonctionnaires. Rappelons que la prise de ces mesures est consécutive à la grève des fonctionnaires au mois de janvier dernier. Compte rendu, Jérôme Kofi Abolin. Le gouvernement, toujours déterminé à faire face aux préoccupations des populations, volonté une fois de plus affichée au cours du Conseil des ministres ce mercredi 15 février à travers un certain nombre de décisions. Ainsi, au niveau de la fonction publique et dans le souci d'apaiser le climat social, on retient la décision sur la réforme de la retraite, laquelle mesure devant coûter à l'État environ 21 milliards de francs CFA annuellement. Des discussions ont eu lieu entre les représentants des travailleurs du secteur public et des représentants du gouvernement, le ministre de la fonction publique notamment, sur la réforme de la retraite. Dans le souci d'apaiser le climat social, le gouvernement a décidé d'accorder une suite à un certain nombre de points. Il s'agit notamment du point sur la majoration pour familles nombreuses, de celui sur les allocations familiales, de celui sur la pension du conjoint survivant, de points sur le recours au dernier traitement indiciaire pour le calcul de la pension de retraite et la poursuite du paiement du capital décès. Ces différentes mesures ont pour effet de réintroduire dans le système de gestion des pensions publiques des fonctionnaires et agents de l'État la majoration pour familles nombreuses, les allocations familiales, la pension de conjoint survivant avec effet immédiat, le recours au dernier traitement indiciaire pour le calcul de la pension de retraite et enfin le paiement du capital décès. Il est important d'indiquer que la prise en compte du stock des prestations dites non contributives d'avant 2012 et des nouvelles mesures qui sont prises ici vont représenter un coût moyen annuel de 21 milliards de francs CFA sur la période 2017-2032, période pendant laquelle l'équilibre du système mis en place est observé. S'agissant de l'anacarde, le Conseil informe que la campagne de commercialisation pour l'année 2017 démarre ce jeudi 16 février et le prix fixé pour cette campagne s'élève à 440 francs le kilogramme. Prix plancher obligatoire fixé à 440 francs CFA le kilo aux producteurs pour la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Donc prix en nette augmentation par rapport à 2015. Ce prix plancher est fixé à 540 francs CFA pour les magasins intérieurs et à 599 francs CFA le kilo pour les magasins portuaires. Le Conseil a instruit le Conseil du coton et de l'anacarde à l'effet de prendre toutes les dispositions opérationnelles, y compris les sanctions appropriées pour le respect strict du prix aux producteurs, donc le prix de 440 francs CFA le kilo. Le Conseil a fixé à la date du 16 février 2017 l'ouverture de la campagne de commercialisation du cajou 2017. En ce qui concerne le cacao, le gouvernement, toujours selon le Conseil, se félicite des efforts poursuivis pour venir à bout de certaines difficultés qui minent la commercialisation de ce produit. Et jusqu'à preuve du contraire, le prix de vente demeure 1100 francs le kilogramme. Un comité interministériel a été mis en place et il est noté à ce jour une baisse des stocks
des stocks au niveau des paysans et des magasins de 17%. Il a également noté au niveau des ports une amélioration substantielle de l'exportation, une amélioration de 33%. Le comité interministériel, après avoir noté ces évolutions favorables, a instruit le Conseil du café cacao de mettre l'accent sur toutes les zones de production du cacao et en particulier sur les zones frontalières pour que les problèmes résiduels soient résolus de façon à ce qu'un retour à la normale puisse être observé le plus rapidement possible. Une autre mesure, et non des moindres, celle destinée à régler les problèmes de baux administratifs. Une communication a été faite sur les baux et là aussi, des mesures pertinentes sont prises pour permettre de traiter rapidement les arriérés et d'arrêter des modalités donc plus efficaces pour l'avenir. Enfin, le dossier de l'agro-business, le gouvernement s'en préoccupe toujours et ce qui apparaît comme une urgence, c'est le remboursement des souscripteurs sur la base du capital investi. Ce processus de remboursement qui, selon le porte-parole du gouvernement, va démarrer avant la fin de ce mois de février. Aujourd'hui, le gouvernement dispose d'un grand nombre d'informations sur ce dossier. Le gouvernement a pris le parti de traiter cette question dans l'intérêt des souscripteurs et dans l'intérêt du système financier de notre pays. Le gouvernement est donc prêt à ce jour à démarrer les remboursements. Il reste à se mettre d'accord, évidemment, sur qui a droit à ce remboursement, donc sur les listes des souscripteurs, listes qui sont en cours de vérification, qui sont en cours de croisement entre les fichiers des souscripteurs eux-mêmes, les fichiers des entreprises d'agrobusiness et les fichiers des banques. Tout cela est en vérification. L'objectif, c'est d'arriver à démarrer avant la fin du mois de février les remboursements et faire en sorte que cela se fasse le plus rapidement possible. J'insiste pour dire que les remboursements se feront sur la base du capital investi, dans la mesure, évidemment, des soldes qui sont disponibles sur les comptes. Le Conseil des ministres, un rendez-vous hebdomadaire du gouvernement, sauf cas de force majeure. La prochaine réunion est prévue exactement dans une semaine, c'est-à-dire le mercredi 22 février. Justement, relativement à l'agro-business et en vue d'accélérer le processus, le comité de veille demande à tous les souscripteurs de bien vouloir se rendre du lundi 20 au samedi 26 février 2017 en vue de leur inscription sur les sites dans les lieux suivants. La rotonde de la cité financière au plateau, dans toutes les trésoreries des communes d'Abidjan, de Bingerville et de l'intérieur du pays. Et puis sachez que le communiqué complet du Conseil des ministres vous sera proposé après cette édition. On change de sujet. Le 15 février de chaque année est dédié à la lutte contre le cancer de l'enfant. Cette année en Côte d'Ivoire, cette journée vise à sensibiliser et à prévenir les parents sur les signes d'apparition d'un cancer chez l'enfant. Geoffroy Okambawa, Franck-Wadio. Ils sont 250 000 enfants diagnostiqués du cancer dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé dénombre 100 000 décès par an. En Côte d'Ivoire, 750 nouveaux cas sont diagnostiqués annuellement et tardivement pour la plupart. Entre autres explications, les populations ignorent les signes précoces liés à cette pathologie. Ils ont parlé de ça, chaque fois ils passent à la télévision. Bon, ils ont dit qu'ils allaient avoir une journée pour ça. Nous, là, on est à l'intérieur, on n'est pas tellement trop informés de ce qui se passe. Voilà. C'est ça qui fait que je ne suis pas trop informé. Beaucoup d'hommes ne savent pas que les enfants, quelque part, souffrent du cancer. On en parle beaucoup du cancer des grandes personnes, mais là, il y a quelque part des enfants qui souffrent de 0 même jusqu'à 12 ans. Célébrée le 15 février de chaque année, la Journée internationale du cancer de l'enfant donne l'occasion d'informer les populations. Le cancer de l'enfant est un cancer guérissable. On a la formation, on a les médicaments qu'il faut pour guérir. Mais c'est aussi une façon pour nous, à travers cette journée, de lancer un appel aux partenaires au développement et aux bonnes volontés, et à la société civile bien sûr, de s'engager
vis-à-vis de ces cancers qui sont des cancers qui sont facilement maîtrisables, mais qui malheureusement, vu tard, constituent des drames dans nos familles. Pathologie rare qu'on retrouve généralement chez les nouveau-nés et les adolescents. Contrairement aux adultes, le cancer de l'enfant est d'ordre génétique selon des études menées par le Programme national de lutte contre le cancer. La célébration de cette journée en Côte d'Ivoire est à sa 3e édition. L'accent est mis cette année sur les signes d'appel pour un diagnostic précoce des cancers chez l'enfant. Le cancer de l'enfant est l'une des principales causes de mortalité chez les plus jeunes, de 0 à 15 ans, avec chaque année plus de 160 000 cas dans le monde depuis 2002. Le 15 février de chaque année est dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques. Cette journée internationale vise à mieux faire connaître cette réalité et promouvoir les actions de prévention, mais également les soins et la recherche. Reportage Soro Corona et Kader Sogodogo. Affection maligne survenant chez l'enfant avant l'âge de 15 ans, les cancers chez l'enfant sont rares et représentent entre 0,5% et 4,6% de l'ensemble des cas de cancer. Dans le monde, près de 160 000 enfants sont touchés par le cancer chaque année et environ 90 000 d'entre eux succomberont à leur maladie. Les radiations ionisantes et l'injection d'une hormone pendant la grossesse sont des facteurs de risque de cancer chez l'enfant. Selon certaines études, des virus comme le virus de l'hépatite B, le virus de l'herpès et le VIH pourraient également contribuer à une augmentation du risque de certains cancers de l'enfant. En Côte d'Ivoire, les tumeurs du système nerveux sympathique sont les plus fréquentes, suivies par les tumeurs du système nerveux central et les leucémies. Le coût du traitement est compris entre 1,5 et 2 millions de francs CFA. La plupart des cancers de l'enfant se manifestent initialement par des signes et des symptômes non spécifiques, ce qui peut entraîner une détection tardive. Dans les pays à revenus élevés, la probabilité de détection précoce des cancers est élevée. En revanche, dans les pays aux ressources limitées, la détection précoce se heurte à des obstacles supplémentaires, parmi lesquels la difficulté de l'accès aux services de santé et l'insuffisance des services de diagnostic. On change de sujet. Depuis ce début de semaine, s'est ouverte à Hambourg, en Allemagne, une série d'audiences publiques relatives au conflit frontalier entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les deux pays se retrouvent devant le tribunal international du droit de la mer sur la question de la délimitation définitive de leurs frontières maritimes. Un reportage Hugues Veblé. Hambourg, en Allemagne, ici la Côte d'Ivoire et le Ghana ont rendez-vous depuis le début de la semaine pour une série d'audiences publiques. Ouvertes devant le tribunal international des droits de la mer, elles sont destinées au règlement du conflit frontalier entre les deux pays. Saisi par le Ghana en septembre 2014 après l'échec des négociations diplomatiques, le TIDM est appelé à fixer la frontière maritime commune aux deux pays. Les arguments de la Côte d'Ivoire sont exposés par son agent, le ministre Adama Tounkara, à la tête d'une équipe d'avocats et d'experts. L'État de Côte d'Ivoire, malgré les enjeux, ne désespère pas qu'une solution qui préserve les liens forts avec son voisin soit trouvée. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Chambre spéciale, j'ai confiance en la force des relations unissant la Côte d'Ivoire et le Ghana et en votre sagesse pour nous aider à surmonter l'épreuve de ce différend. Les débats se sont ouverts avec le premier tour des plaidoiries du Ghana en présence de Thierry Tano, le ministre du pétrole, de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Ce jeudi se poursuivent les plaidoiries de la Côte d'Ivoire. La décision de la Chambre spéciale destinée à délimiter la frontière maritime de la zone potentiellement riche en pétrole est attendue en cours d'année. Le vendredi prochain, le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly va procéder au lancement des travaux de renforcement du tronçon PK 109 à Gagnoa, long de 167 km, et de la voie Divo-Guitry-Yokobwe, long d'environ 100 km. Avant cette cérémonie, suivez les précisions de Noël Niagno.
La route précède le développement. Ce n'est pas une affirmation gratuite. L'argumentaire, le réseau routier favorise les transactions, les échanges et l'intégration économique. À cela, associons la création d'emplois, la mobilité des facteurs de production, la naissance d'effets d'entraînement sur d'autres facteurs, indépendance alimentaire, réduction de la pauvreté, le gain de temps. Voilà qui explique les investissements massifs en la matière par Feu Félix Houphouët-Boigny au lendemain des indépendances. Conséquence, la Côte d'Ivoire possède la moitié du réseau routier des 8 pays de l'UEMOA, soit 85 000 km de routes, dont 224 km d'autoroutes et 75 000 de routes en terre. 1960-2017, 57 ans après, le temps a eu raison de cet investissement qui est devenu un facteur bloquant du processus de développement du pays à cause de sa vétusté et sa forte dégradation. Cela impacte dangereusement la mobilité des biens, des services et des populations, sans oublier les nombreux accidents liés à cet état des faits. Ici, sur l'axe pont de la Komoué à Bangourou avant la réhabilitation de cet axe. Là, sur l'axe d'Ivo-Tia-Salé. Fort de cet état de fait, les pouvoirs publics ont décidé d'amorcer un virage d'investissement dans le secteur routier depuis l'avènement d'Alassane Ouattara. Malgré l'humour caustique des Ivoiriens, on ne mange pas la route. 2 axes sont identifiés. L'un porte sur la dynamique à insuffler à l'entretien routier, le second sur la réalisation de grands chantiers sur l'ensemble du territoire. Le tronçon PK109 Gagnoa en passant par Ndoussi, Tia-Salé, Divo, Lakota s'inscrit dans le premier axe, c'est-à-dire le renforcement et la mise en place des accotements de Hermakono à Gagnoa, avec comme incidence l'élargissement de la chaussée. Pour l'heure, parcourons ensemble ce tronçon pour se convaincre de l'importance, de la nécessité de cet investissement. Au commencement de ce parcours, dans le sens PK109 Gagnoa, Ndoussi, apprécié par vous-même. Puis, suit Tia-Salé, Divo, la portion la plus dégradée avec ses nombreux nids de poules et ses ouvrages d'art entamés par les eaux de ruissellement. Avec comme impact, chacun attend son tour de passage. Laissons à présent les automobilistes exprimer les difficultés qu'ils vivent sur ce tronçon. Siloué Yanougou, opérateur économique en partance pour Grand Bérébi via Gagnoa à cause de l'état de la côtière. Un détour coûteux en temps et en entretien du véhicule après le voyage. Ici, la route aussi, c'est pas trop ça, hein, il y a des trous par-ci, par-là. Sous nos poses, ça endommage le véhicule, hein, et ça nous fait dépenser. Karamoko Lagui est chauffeur professionnel. Il déplore l'état de la route avec un impact majeur, le temps. La nouvelle du renforcement de la voie lui procure une grande joie. Ça nous fait plaisir. On ne sera plus fatigué et puis on va bien rouler jusqu'à destination. Comme Karamoko Lagui, ils sont nombreux les usagers de cet axe qui vont saluer ce renforcement qui fera certainement date dans l'histoire de cette route après 57 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voilà, et vous venez de suivre le reportage de Noël Niagno, un fils de la région. L'ancien Premier ministre togolais Gilbert Fossou-Ngbo a été élu hier mardi à la tête du Fonds international de développement agricole, FIDA, par le Conseil des gouverneurs du Fonds. Il devra prendre fonction à Rome le 1er avril prochain pour un mandat de 4 ans, succédant ainsi au Nigérian Kanayo Mwanze, en poste depuis 2009. Ses premières impressions recueillies par notre reporter sur place en Italie, Sylvie Touré. Ma vision elle est simple, il s'agit d'augmenter, de porter à échelle l'ensemble des activités du FIDA, avoir plus d'impact, plus de visibilité, et vu que nous avons une grande demande au niveau des ODD, notamment l'ODD 1 et 2, et donc il faut porter à échelle les activités du FIDA.
Et pour ce faire, il faut travailler sur plusieurs axes, notamment la productivité, l'accès des produits agricoles au marché, la technologie, les innovations, mais aussi toujours continuer à mettre l'accent sur les femmes et la jeune fille. Et finalement aussi penser à un programme assez coriace d'emploi des jeunes dans les milieux ruraux. Et puis, il y a aussi la question de continuer à améliorer la gestion interne pour une meilleure transparence et une meilleure efficacité du développement. Déjà, présentement, presque la moitié des activités du FIDA sont dédiées au continent africain. Et donc, le moins que l'on puisse attendre, c'est qu'on maintienne les mêmes proportions et dans la mesure du possible, accélérer. Mais ce qui est plus important, c'est de garder à l'esprit que le FIDA doit s'occuper des plus pauvres, que c'est pour ça en Afrique ou ailleurs. Et nous avons certains pays à revenus intermédiaires qui ont des zones, des poches de résistance, des poches de pauvreté, et nous ne devons pas ignorer cela, et tout en gardant à l'esprit que essentiellement l'Afrique est, en termes de volume et d'impact, le premier client du FIDA. On parle encore d'agriculture. Pendant 3 jours, spécialistes de l'irrigation à petite échelle de Côte d'Ivoire, Mali, Niger et Gambie ont séjourné à Bouaké, et c'est à l'initiative de la FAO. Et c'est pour les outiller à son projet d'adaptation des systèmes d'irrigation au changement climatique en Afrique centrale et occidentale. Les détails avec Léon Brou. Sécheresse et inondations, des chocs climatiques bien connus des pays d'Afrique de l'Ouest comme la Gambie, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. Conséquence, destruction des systèmes d'irrigation, pénurie d'eau, chute de la production agricole. À l'origine, la non-maîtrise des saisons du fait du changement climatique. Au moment où tu t'attends pas à une pluie, la pluie arrive. Ça trahit un peu les mises en place des cultures. Les systèmes actuels sont des systèmes qui contribuent à la perte de l'eau mobilisée. Au Niger, c'est chaque 2 ans, chaque 3 ans, il y a une sécheresse qui amène des crises alimentaires. Pourtant, la production vivrière doit augmenter d'au moins 60% d'ici à 2050 pour permettre d'assurer la sécurité alimentaire selon la FAO. Faut-il dès lors durablement adapter les systèmes d'irrigation à petite échelle au changement climatique? Finalité du projet lancé à Bouaké pour la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et la Gambie. Ces projets cherchent à améliorer la conception des infrastructures d'irrigation. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un système qui va être abîmé par l'inondation, on va prévoir des infrastructures de protection qui vont faire que ces infrastructures vont être plus résistantes au changement climatique. Aussi arrêter les outils et techniques pour disposer d'eau en toute saison dans les bas-fonds, mangroves et régions côtières pour la production vivrière. Pareil pour les investissements dans chacun des 4 pays pilotes du projet, un projet cofinancé par la FAO et le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, pour $1 600 000, soit environ 800 millions de francs CFA. Dans la même veine, le coton et le palmier à huile, 2 filières aujourd'hui modèles en matière d'organisation interprofessionnelle agricole, des exemples de réussite que le gouvernement veut étendre à d'autres filières, d'où la rencontre d'échange et de partage d'expériences qui a regroupé ce mercredi à Grand Bassam une centaine de participants. Jean-Jacques Kwame Ala, Lanciné Bakayoko. Grâce au projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, dont la mission est d'accompagner la mise en place d'organisations interprofessionnelles agricoles viables, le coton et le palmier à huile se portent bien. Mieux, ces 2 filières auxquelles on pourrait ajouter l'oignon inspirent une certaine admiration. Au niveau de la filière EVA, nous sommes là pour bénéficier auprès des filières sœurs qui sont le coton et le palmier à huile qui sont déjà en interprofession, pour apprendre auprès d'elles afin que nous aussi à notre tour, nous puissions aller à l'interprofession. Outre l'EVA, le café cacao et l'anacarde sont également inscrits dans cette dynamique de professionnalisation. Sur ce chemin, le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire entend renforcer sa position de boussole du monde rural. Ce projet vise l'amélioration de l'accès au marché, de la productivité et de la gouvernance dans le secteur agricole, ce qui devra à terme contribuer fortement à la réduction dans des proportions considérables
de la pauvreté au niveau d'au moins 120 000 bénéficiaires directs, dont 17% de femmes. La promotion des femmes et cette bataille pour la réduction de la pauvreté passe surtout par une meilleure organisation du maillon faible que sont les producteurs. Très souvent, il y a des faux producteurs qui s'insèrent parmi eux, qui sont en réalité des opportunistes, qui veulent, disons, se servir de la masse qui est la plus grande partie quand même de la chaîne des valeurs au niveau des acteurs pour être quelque chose, soit pour les exploiter, soit pour se servir de leur grande masse, leur grande effectif pour en faire un tremplin. Le programme gouvernemental prévoit la mise en place d'une trentaine d'interprofessions agricoles. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle était hier soir l'invitée de la rédaction de RTI 1. Elle est revenue sur l'importance du réaménagement du calendrier scolaire. Nous vous proposons un extrait de l'émission Entretien avec, présenté par Victorien Angwa. L'enjeu de toutes ces réformes, c'est d'assurer la réussite de nos enfants, de faire en sorte que nos enfants aient un bon niveau scolaire, de faire en sorte que nous ayons un système éducatif de qualité pour assurer la performance de la formation et des ressources humaines que nous formons. Et c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse disposer de jeunes filles et de jeunes garçons bien formés pour justement intégrer le marché du travail. Le but de toutes ces réformes, c'est à terme de régler le problème d'employabilité. Toutes ces réformes, je vous l'ai dit, ça commence par le primaire, ça continue au niveau de l'enseignement professionnel, ça peut continuer jusqu'à l'université, mais au bout, c'est que chaque enfant puisse se réaliser, chaque enfant puisse avoir un emploi, que chaque enfant puisse être heureux, que les familles, elles, soient heureuses avec leurs enfants, que la Côte d'Ivoire puisse se développer avec ce capital humain bien formé. On parle de notre environnement, un cadre de vie propre et agréable. C'est l'ambition du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Pour réussir ce pari, une opération dénommée Grand Ménage est prévue le 23 février prochain. Mais avant l'événement, Anne Désiré Ouloto a rencontré l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire pour demander son implication dans cette action de salubrité. Reportage Grace Kando. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable dans les locaux de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVCOSI. Anne Désiré Ouloto est allée échanger avec les maires. À l'ordre du jour, 3 points, mise en place d'une plateforme de collaboration, projet de voyage au Rwanda pour s'imprégner de l'expérience du pays en matière de salubrité et l'opération Grand Ménage dont le lancement est prévu le 23 février prochain. Les maires sont partants pour faire en sorte que le cadre de vie de nos concitoyens soit nettement amélioré. Et auprès de nous avons trouvé également une très grande adhésion, une adhésion totale, nous nous en félicitons. Toutes les opérations Grand Ménage qui auront lieu le premier samedi de chaque mois. L'objectif est de faire en sorte que les Ivoiriens soient en bonne santé. La propreté dans les villes relève de notre compétence et donc l'action menée par le gouvernement, c'est pour nous accompagner, nous assister dans la réalisation de cette tâche, parce que nous avons besoin d'avoir des villes propres. La ministre Anne Désiré Ouloto a annoncé la construction de 2 centres d'enfouissement technique dans les prochains jours. La récupération et la valorisation des sachets plastiques étaient aussi au menu des échanges. À ce sujet, 5 communes ont été retenues. Il s'agit d'Abobo, Yopougon, Koumassi, Port-Boué et Atekoubé. Une nouvelle émission sur les antennes de RTI 1 et c'est tous les samedis à 18h25, émission de télé-réalité dénommée Mode au budget qui va apprendre certainement aux femmes à changer de style vestimentaire en fonction de leur budget. On en parle avec Doua Delazer. Alors, cherchez des petites couleurs. Les couleurs de vernis à ongles qui vous vont bien. Mode zéro budget, une nouvelle émission télévisée désormais dans la grille de production de RTI 1. Cette émission de télé-réalité
est un concept qui met en valeur la beauté féminine, permettant à la femme de se doter d'un style vestimentaire selon ses moyens financiers. Le choix des vêtements, des maquillages et de divers ornements de beauté sont conseillés dans cette émission Télé-Réalité. Donner la possibilité aux femmes que nous sommes de pouvoir sortir la belle femme qui est enfouie en nous. Et aujourd'hui, la leçon de morale est que, en fonction de son budget, chacune peut ressembler à qui elle veut ou elle peut vraiment être à son aise pour faire plaisir à son entourage, à monsieur et à soi-même. Pour la RTI, ce concept novateur devra booster l'audience de la chaîne RTI 1 qui accroche déjà plus de 2 millions de téléspectateurs par jour en Côte d'Ivoire. Donner un contenu digestif, un contenu super attrayant, un contenu captivant, donner pleinement satisfaction à nos téléspectateurs parce que en gros nous travaillons pour eux. Mode Zéro Budget est une émission télé-réalité de 26 minutes dont la première saison est composée de 10 épisodes diffusés sur le petit écran de RTI 1 les samedis à 18h25. La présentatrice de cette émission, Série Dorcas, Miss Côte d'Ivoire 2005. Malgré de vives contestations, et là nous sortons de la Côte d'Ivoire, le Parlement européen s'est prononcé ce mercredi en faveur du CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Avec ce vote favorable, une grande partie du texte devrait être prochainement appliquée de manière provisoire, le temps qu'il soit ratifié par l'ensemble des parlements nationaux et régionaux de l'Union européenne. Réunis en session plénière à Strasbourg, les eurodéputés ont été 408 à se prononcer en faveur du texte. 254 ont voté contre et 33 se sont abstenus. Et c'est une belle prouesse technologique. L'Inde est rentrée aujourd'hui dans les annales du très compétitif marché de lancements spatiaux en mettant en orbite un nombre record de 104 satellites avec une seule fusée. Le précédent record de ce type était détenu par la Russie avec 39 satellites mis en orbite en une seule mission et c'était en juin 2014. C'est la fin de ce journal. Retenez que le communiqué du Conseil des ministres vous sera proposé dans le programme. Bonne suite de programme sur RTI 1 et à très bientôt.